bienvenue à tous pour ces agro-webinaires du mardi. C'est le deuxième de la série. Pour dire que ce cycle de webinaires, ce premier cycle de webinaires qui est appelé à se prolonger, puisqu'on voit d'une part qu'il y a des gens intéressés et puis que nous avons une liste d'attente également de thèmes et d'intervenants et donc nous allons pouvoir continuer dans les mois en 2021 et au-delà. Et donc, c'est pour dire que ces webinaires qui ont démarré se sont faits sous l'égide de deux groupes de travail interétablissements, des membres d'Agrium, à la fois les organismes de recherche et les écoles et les universités dans le champ des agrobiosciences. Et donc, c'est un groupe en agroécologie et un groupe en agriculture numérique et agroéquipement. Et donc, on a fait le choix de construire ce premier cycle en alternant les thématiques agroécologie et les thématiques agriculture numérique. Donc, le premier webinaire a eu lieu la semaine dernière sur l'agriculture numérique, la viticulture numérique même. Et aujourd'hui, on démarre le premier webinaire sur l'agroécologie. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants, mais j'espère avoir le troisième dans quelques minutes. Donc, sur la thématique de l'équilibre agroécologique, un nouveau regard sur les prairies. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Plantureux, qui est professeur d'agronomie à l'ENSAIA de Nancy, Cécile Bayer, qui est chargée de mission au parc naturel régional de Vosges du Nord. Je ne savais pas qu'il y avait deux parcs naturels régionaux, Vosges du Nord et Vosges du Sud, je le découvre. Et puis, on attend Sylvie Paulin, qui est enseignante au lycée agricole de Limoges-les-Vazex, qui devrait arriver, en tout cas, nous l'espérons. Elle a peut-être des petits problèmes de connexion à voir. Juste avant de lancer les interventions, je voudrais juste préciser aux participants qu'évidemment, nous sommes en format webinaire, puisque à 100 personnes, c'est difficile de donner la parole à tout le monde. En revanche, vous avez la possibilité d'interagir de deux façons. Bon, vous commencez maintenant avec nos vies virtualisées. Vous devez commencer à bien connaître la façon dont ça fonctionne dans les webinaires. Donc, sur la plateforme Zoom, vous avez le bouton chat en bas qui vous permet de nous alerter de problèmes techniques ou en tout cas, moi et Aristide, si on a besoin de vous aider à quoi que ce soit, mais ce n'est pas pour poser les questions. Pour les questions aux intervenants, vous avez le bouton Q et R qui vous permettent de poser les questions. Alors, s'il vous plaît, au fur et à mesure que vous avez envie de poser des questions, vous les posez parce que une fois que l'intervention sera terminée, donc au maximum 35 minutes d'intervention pour qu'on ait 25 minutes d'échange, eh bien, pour que vous puissiez qu'on puisse synthétiser les questions pour les poser aux intervenants à l'oral, eh bien, je vous remercie de poser au fur et à mesure. Ah, notre amie Sylvie Paulin arrive et c'est avec plaisir que nous l'accueillons. Je viens juste de terminer l'introduction. Donc, bienvenue Sylvie et nous sommes au complet. Vous faites une super arrivée dans ce webinaire. Donc, je laisse Sylvain Plantureux. Oui, Sylvie, parlez-moi. Oui, bonjour à tous. Donc, tout va bien, vous nous entendez, on vous entend. Moi, je vous entends parfaitement. C'est très bien. Donc, Sylvain, tu as la parole pour parler de cette thématique, pour introduire cette thématique. Et je vous laisse donc la parole. Merci Philippe. Donc les présentations sont faites, donc on va tout de suite rentrer dans la présentation. Donc il va se faire à trois voix. L'idée était de vous parler de ce concept d'équilibre agroécologique qui est au cœur d'une thématique d'agroécologie et de quelque chose qui est associé intimement à ce concept qui sont d'une part le concours Prairies Fleuries et d'autre part la MAE Prairies Fleuries. Donc on va du concept scientifico-technique jusqu'à sa déclinaison en termes de politique agricole environnementale et avec toutes les dimensions de formation. Et donc, je vais commencer par une brève présentation. Ça sera un survol, mais simplement pour avoir quelques clés, quelques repères sur le concept. Puis, je passerai la parole à Cécile Bayer du Parc naturel régional des Vosges du Nord, qui met en œuvre justement des MAE et aussi des concours Prairies Fleuries. Et enfin, Sylvie Paulin, qui parlera de l'expérience qu'elle a eue d'engagement d'une classe de lycée agricole dans le
le concours des prairies fleuries. Et puis, bien entendu, on sera tous les trois à votre disposition pour répondre à vos questions. Au-delà de ce séminaire, si certains souhaitent prolonger la discussion, je pense qu'il sera possible de laisser mon mail, de vous envoyer mon mail et vous pourrez toujours me contacter par mail et je ferai le lien aussi avec Cécile et Sylvie sur des questions particulières. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Voilà. Philippe, confirme-moi que on voit bien à l'écran la présentation. Non, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Ah. C'est pas bon là? Attends, ça y est. C'est bon? Très bien. Oui, okay. Très bien. Voilà, donc je vais passer sur cette diapo d'introduction pour vous dire que ce concept d'équilibre agroécologique, en fait, on peut lui donner plusieurs définitions. S'agissant de prairies, actuellement, la définition, je dirais, la plus utilisée et celle qui est en vigueur, notamment dans les mesures agri-environnementales, c'est celle d'une vision, d'une part, de la productivité de la prairie. On se pose la question, quel est le tonnage de matière sèche produite par la prairie, d'un côté, et de l'autre côté, on a souvent un critère de biodiversité, souvent la richesse floristique ou la conservation d'une espèce. Alors effectivement, c'est une vision assez simple à mettre en œuvre et notamment à contrôler dans le cadre des MAE. Elle présente cependant un inconvénient majeur, c'est que c'est souvent assez difficile d'avoir à la fois des prairies très productives et des prairies à forte biodiversité. Et donc la solution, c'est le système de la compensation, c'est-à-dire que on accepte qu'il y ait une diminution de production de la prairie qui va être compensée par une subvention. Ce qui pose notamment le problème de la pérennité de ces subventions, des subsides publics. Et puis, lorsque les contrats arrivent à leur terme au bout de 5 ans, des fois, les agriculteurs renoncent à faire des efforts en termes de biodiversité puisqu'ils n'ont plus de rémunération. Et donc, l'idée, c'est de sortir un petit peu de cette contradiction entre, d'un côté, la production, de l'autre côté, la biodiversité, d'un côté, l'économie, de l'autre côté, l'environnement, et de voir les choses d'une façon un peu différente, d'où ce changement de regard qui était dans le titre. Alors, une première façon de voir des choses, c'est de dire qu'une prairie, ce n'est pas simplement une quantité de matière sèche produite, mais c'est bien d'autres choses, et en particulier des questions de valeur alimentaire, mais aussi, on va le voir, de valeur santé, mais aussi d'un certain nombre de fonctionnalités agricoles de la prairie. Et puis la même chose sur l'écologie, c'est-à-dire que la prairie, la valeur environnementale de la prairie ne se limite pas à l'écologie, mais qu'elle intègre aussi, bien entendu, d'autres dimensions environnementales. Et la proposition 3 de définition, qui est celle qui est sous-jacente à la notion d'équilibre agroécologique et qu'on va retrouver dans les concours et dans les MAE, c'est le fait de dire que les fonctionnalités agricoles d'une prairie doivent s'appuyer sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'on fait un lien entre biodiversité ou fonctionnalité écologique et fonctionnalité agricole, et d'autre part que les pratiques agricoles sont nécessaires au maintien des fonctionnalités écologiques. Donc là, on donne à la fois un rôle à l'écologie et un rôle à l'agronomie vis-à-vis des autres fonctionnalités. Je représenterai ça par quelque chose de symbolique. La proposition 1, c'est une vision assez binaire. La productivité d'une part, la biodiversité d'autre part. La proposition 2, c'est on dit qu'on a plusieurs critères pour distinguer la valeur agricole et la valeur écologique. Et puis la proposition 3, c'est dire qu'il y a un lien entre les deux. Donc voilà un peu le changement de regard conceptuel derrière cette notion d'équilibre agroécologique. Alors, juste quelques illustrations. Simplement, je voulais signaler, je viens de faire paraître dans un ouvrage publié par Burley Dodds qui est consacré aux questions de réconciliation de la production agricole et de la biodiversité, un chapitre qui est justement qui concerne cette question des prairies. Donc, s'il y en a qui veulent aller plus loin, je peux les renvoyer à ce texte. Donc très rapidement, parce que je voudrais ensuite laisser la parole à Sylvie et à Cécile, quelques éléments. Bien sûr, la biodiversité, c'est la biodiversité des plantes et des insectes, des oiseaux, mais on oublie souvent dans les prairies, c'est très important aussi, toute la biodiversité édaphique du sol,
micro-organismes, vers de terre, etc. Donc, c'est l'ensemble qui doit être pris en compte. Un des éléments qui est très important à la fois sur le plan de la fonctionnalité agricole et de la fonctionnalité écologique, c'est le statut de l'arbre, soit l'arbre isolé dans la parcelle, soit l'arbre en lisière, avec des interrogations actuelles. Vous savez qu'on commence maintenant à s'interroger au-delà de l'effet d'ombrage et de l'effet de bien-être animal sur, par exemple, la valeur alimentaire de ces arbres, le rôle que peuvent avoir ces arbres pour boucher quelques trous de production l'été. Il y a notamment, je pense à l'INRA de Lusignan, des travaux très intéressants d'agroforesterie en situation d'élevage et de prairie sur le rôle de l'arbre. Pour un agriculteur, la valeur de sa prairie, c'est bien entendu sa quantité de fourrage, hein, il ne faut pas le nier, c'est un élément très important, mais aussi la valeur alimentaire, mais aussi la facilité d'utilisation de la parcelle et enfin la contribution aux revenus. Et en fait, la biodiversité ou les fonctionnalités écologiques peuvent influencer ces 4 éléments. Alors, bien sûr, et je répète ce que j'ai dit au début, généralement, les prairies à forte biodiversité ont généralement un rendement plus faible. Mais d'abord, il existe des exceptions, et notamment dans les concours prairies fleuries, on arrive à avoir des prairies avec une très bonne biodiversité et très productives. Ensuite, la répartition dans l'année de la production peut être plus favorable dans des prairies à forte biodiversité, notamment en raison du décalage de cycle des graminées ou de la présence forte de légumineuses qui ont une production estivale plus importante que les graminées. Le report sur pied, notamment lié à des espèces comme la fétuque rouge ou des espèces à feuillage fin comme la fétuque rouge, peut être plus important en fin de saison dans ces prairies à forte biodiversité. Sur la valeur alimentaire, je vous montre ici des travaux faits par les Suisses, mais il y a aussi d'autres travaux qui existent en France sur le rôle de la diversité ou de la biodiversité dans la digestibilité du fourrage. Donc ici, les courbes en vert, la courbe en vert en haut correspond à une prairie très riche en dicotylédones, dont on voit que la digestibilité est meilleure qu'une prairie en rose composée essentiellement de graminées. D'un point de vue général, on peut dire que les prairies à forte biodiversité ont des valeurs UF-PDI plus faibles en début de croissance, mais qui se maintiennent mieux que des prairies à faible biodiversité. Donc, les prairies à forte biodiversité ont généralement un contenu énergétique et protéique plus faible, hein, c'est ce que je viens de dire, mais la valeur se maintient mieux et la biodiversité, on l'a vu, peut améliorer la digestibilité du fourrage. Et puis, on peut aussi avoir des plantes très riches en minéraux et en vitamines qui peuvent aussi présenter un intérêt dans ces prairies à forte biodiversité. Et puis, souvent, une meilleure appétence, et c'est là aussi des retours des concours de prairies fleuries avec des éleveurs qui nous disent voilà, cette prairie, c'est peut-être pas la plus productive de mon exploitation, mais elle ouvre l'appétit de mes animaux. Je la donne, par exemple, même avant de l'ensilage de maïs pour ouvrir l'appétit de mes animaux. Et puis, bien entendu, sur une exploitation, tous les animaux n'ont pas les mêmes besoins. Donc, avoir des prairies peu diversifiées, un peu diversifiées et très diversifiées peut permettre de couvrir des besoins d'animaux, de catégories d'animaux différents. Donc, s'ouvrir l'appétit, je l'ai montré, il y a maintenant des travaux qui montrent très bien que la consommation, même en petite quantité de certaines espèces, peut permettre une consommation plus importante des espèces de la prairie. Et puis, toute la problématique de la santé animale, je pourrais y répondre dans des questions éventuelles sur les effets de plantes à métabolites qui sont elles aussi en général plus présentes dans les prairies à forte biodiversité, même s'il y a aussi le volet espèces toxiques dont il faut prendre en considération. Alors, sur la facilité d'exploitation en termes de valeur agricole, bien sûr, la distance de l'exploitation, la pente, la portance du sol sont des critères très importants pour l'agriculteur et indépendants de la biodiversité. Mais l'agriculteur va aussi être sensible à la souplesse d'exploitation, hein, la capacité de la prairie à conserver une quantité, une qualité de fourrage pendant un temps plus long. La question des arbres pour l'ombrage des animaux. La question de l'étalement du travail hein, dans les prairies à forte biodiversité ou avoir une diversité de prairies permet aussi de répartir les chantiers de récolte parce que les prairies n'arrivent pas au même stade au même moment.
et puis répondre aux diversités des besoins de l'exploitation. Et donc, sur tous ces éléments, on peut avoir un rôle de la biodiversité. Alors, sur la contribution aux revenus, bien sûr, les prairies à forte biodiversité ont moins de rendement, mais correspondent aussi à des prairies avec moins d'intrants par rapport à des prairies temporaires ou du maïs, économie de semences, d'énergie et de phyto. Une meilleure sécurité du revenu, ça a été aussi montré que ces prairies ont souvent des productions moins aléatoires. Et puis, il y a aussi toute la question de la valorisation commerciale de cette diversité au sein des AOP. Et les AOP ne se gênent pas pour faire justement de leur publicité, de la communication basée sur le fait qu'elles valorisent des prairies à forte biodiversité. Et enfin, il reste quand même toute la question de la politique agri-environnementale et des services rendus à la société qui sont rémunérés au moyen des MAE. Voilà, donc pour terminer, quelques petites conclusions partielles. On fait que commencer à évaluer ce compromis entre production agricole et valeur écologique. Et ce qui me semble très important, c'est de sortir d'une vision trop simpliste qui oppose simplement des prairies productives à des prairies à forte biodiversité. Et justement, le fait de prendre beaucoup plus de critères permet d'en sortir. Alors, juste pour faire le lien avec l'exposé ou l'intervention de Cécile Bayer, c'est sur ce concept d'équilibre agri-écologique que s'est basé le concours des prairies fleuries. Donc, le concours récompense des exploitations dont les prairies présentent le meilleur équilibre agri-écologique. Et un des travaux, ça a été notamment de trouver les critères pour évaluer cet équilibre. Donc, ce concours, il s'intéresse pas seulement aux plantes, aux prairies avec des belles petites fleurs de montagne, même si elles sont aussi dedans, mais c'est toutes les prairies de pâture, les prairies de fauche, les prairies de plaine, humides, sèches, etc. Voilà. Et c'est un concours, je vais passer tout de suite là-dessus, qui, par exemple, en 2016, a concerné 57 territoires. Donc, vous voyez que ce concours a vraiment pris de l'importance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et sur cette image de la belle petite vache vosgienne, je vais passer la parole à Cécile. Donc, j'arrête le partage. À toi, Cécile. Oui, merci Sylvain. Donc, je vais essayer aussi de partager. Hop. C'est bon. OK. Vous voyez en diaporama ou pas? Parce qu'il veut oui, pas... il suffit de le mettre en mode diaporama. Voilà, tout va bien. Bon. C'est bon. Donc, du coup, moi, je vais vous parler effectivement de la prairie fleurie plus spécifiquement et comment on a développé une approche co-construite sur notre territoire. Je vais juste refaire un petit zoom parce que sinon ce sera difficilement compréhensible, mais sur les mesures agro-environnementales et climatiques maintenant. Le parc est animateur de mesures agro-environnementales qui sont donc des contrats passés avec les agriculteurs où ils respectent un cahier des charges et du coup en contrepartie ils ont comme une indemnité qui compense les pertes. Et donc on porte cette animation depuis 2008. Pour porter cette animation, il faut d'abord réaliser ce qu'on appelle un programme agro-environnemental. Et pour cela, on doit combiner un diagnostic environnemental sur le territoire avec un diagnostic agricole. Donc, où on relève notamment les pratiques actuelles sur les prairies. On croise ces informations-là pour définir les enjeux que l'on a sur le territoire et les identifier au travers de la cartographie, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Donc, sur notre territoire, on a des surfaces Natura 2000, donc des sites à enjeux européens. Et à côté de ça, on a aussi des espaces complémentaires où on a des enjeux de préservation de la biodiversité, mais qui ne sont pas reconnus dans un cadre très spécifique. Par contre, ils sont identifiés au sein du parc. Et à partir de l'identification de ces enjeux, l'objectif, c'est de choisir des pratiques agricoles à adopter qui permettent de répondre au maintien de la qualité des prairies, mais ça peut être donc la qualité au niveau floristique, mais ça peut être aussi lié à un papillon dont la vie est liée à une espèce prairiale, je pense notamment à l'azuré de la Sandisorbe. Donc c'est un petit papillon bleu qui est du coup qui ne se reproduit qu'avec
la grande sanguisorbe. Donc, c'est une plante prairiale des milieux humides. Donc, une fois qu'on a identifié tous ces enjeux, qu'on a choisi les pratiques agricoles, en 2008, on avait des projets qui étaient assez ficelés. Donc, pour présenter ce programme, ensuite, on doit passer dans tout un circuit de validation avant de pouvoir animer ces contrats, donc aller du coup auprès des agriculteurs pour voir avec eux les améliorations écologiques que l'on peut opérer sur leur exploitation et souscrire, mettre en place ces contrats. Donc, en tant que parc, on est animateur, mais les contrats sont bien passés entre l'État et l'agriculteur. C'est au niveau des déclarations PAC que ça se stabilise. Et donc, après, il y a tout un système de validation derrière des dossiers avant que des mises en paiement potentielles soient faites. Donc, en 2008, quand on avait lancé ça, on avait ce qu'on appelait des MAE de moyens. C'est-à-dire qu'on avait une prescription assez stricte des modalités de gestion que l'on attendait sur les prairies. C'était des dates de fauche avec une date unique, peu importe l'année du contrat. Donc, sur des contrats de 5 ans, on avait des prescriptions donc, par rapport à la fertilisation, mais aussi par rapport au chargement, donc le nombre d'animaux que la prairie pouvait supporter. Donc ça, c'était les premières années quand on s'est lancé. Ces contrats, ils durent 5 ans, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut penser à leur renouvellement, à avoir les améliorations que l'on peut apporter au programme, à la fois des améliorations au niveau du regard écologique, mais aussi au niveau du regard de l'agriculteur. Donc, il y avait un constat qui était vraiment partagé, à savoir, on avait des cahiers des charges avec l'absence totale de fertilisation. Donc là, c'était la fertilisation organique et minérale, azote, potasse et phosphore. Et pas de chaux, pas de magnésie non plus. Donc, c'était vraiment zéro fertile. Et ça a vraiment cristallisé les échanges. Il y avait, c'était vraiment un point de blocage que l'on voyait surtout au niveau des agriculteurs. Et du coup, on s'est quand même posé la question au niveau de la diversité prairiale, quel est l'impact du zéro fertile? Est-ce qu'il a toute sa cohérence? Et donc, on est parti dans une phase d'acquisition de connaissances parce que autant on savait bien faire les suivis de papillons, les suivis d'oiseaux, enfin, tout ça, c'était très bien calé. Les prairies vraiment d'intérêt communautaire qui sont vraiment très rares et liées à des milieux humides chez nous, on les connaissait parfaitement. Mais par contre, toutes les prairies qui présentaient une biodiversité et avaient un fort intérêt pour ce qu'on peut qualifier de nature ordinaire, on connaissait beaucoup moins. Et donc, on a fait des inventaires prairiaux, on a regardé les valeurs écologiques, les valeurs agronomiques, et ça nous a permis d'en tirer certains enseignements. Les premiers enseignements, c'était voir un petit peu déjà quelles plantes on avait sur notre territoire. Donc, vous avez une carte des Vosges du Nord, là, en haut à gauche. Et ce que l'on voit, c'est que le rose, c'est essentiellement des sols gréseux. Et du coup, ce qui est un peu jaune-brun sur les pourtours, c'est des sols qui sont plutôt argilo-calcaires. En fait, plus on va vers le jaune, plus on va vers des zones calcaires. Et du coup, on avait vraiment différents types de prairies. Et sur chacun des ensembles, il y avait des prairies biodiverses super intéressantes, mais qui n'avaient pas été classées de ci, de là. Et donc, on a fait tout un travail d'inventaire pour vraiment les identifier et pouvoir les qualifier. Et donc, pour ça, on a aussi recueilli les pratiques agricoles qui permettent de maintenir ce type de prairies biodiverses. Donc, on a pu ainsi décrire toute la flore, mais aussi acquérir des bases pour amener des conseils de gestion aux agriculteurs. Typiquement, sur le schéma que vous voyez, on voit donc la diminution de la richesse floristique en fonction des apports azotés sur la parcelle, et on voit que c'était à partir de 40 unités vraiment que la diversité floristique diminuait. Donc, par rapport à notre cahier des charges où on était à 0 et on était hermétiquement fermé sur le 0, on s'est rendu compte qu'on pouvait tolérer une fertilisation. Voilà, on a pris 30 unités après par la suite pour être sûr, mais que jusqu'à 30 unités d'azote par hectare et par an, il n'y avait pas un impact négatif sur la diversité floristique. Et donc, ça nous a déjà permis, même à nous, au sein de notre équipe du parc, d'ouvrir nos horizons parce que
notamment au niveau de la cellule nature, environnement, la fertilisation était perçue de manière très négative. Donc, on est parti de cette acquisition de connaissances qui s'est fait sur plusieurs années. Et en parallèle, donc on a développé le concours Prairies Fleuries. Donc, le concours, on regarde, il y a une liste de plantes, d'où l'intérêt aussi de connaître la diversité, quelles sont les plantes que l'on a dans nos prairies, dans les Vosges du Nord. Ça se base sur la présence de certaines plantes qui sont indicatrices d'une gestion en tout cas en accord avec des enjeux environnementaux. Et donc, le concours, il a eu comme objectif pour nous à la fois de convaincre les écologues que même quand on peut fertiliser, par exemple, on a quand même de la diversité floristique dans les prairies, convaincre les agriculteurs qu'on pouvait effectivement sortir des prescriptions vraiment fermées, mais par contre qu'on devait se fixer des objectifs à atteindre. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir la diversité sur la prairie. Et du coup, pour les agronomes, de se dire que, effectivement, en fait, ces prairies, elles ont quand même un bon potentiel. Donc, le concours a permis de mettre ces différents types d'acteurs au sein d'une même prairie et vraiment d'échanger ensemble. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment une façon, la prairie fleurie, d'atteindre des objectifs pour chacun. Et de là, on a mis en place du coup des nouvelles mesures agro-environnementales et elles se sont accompagnées de formations. Des formations au niveau des techniciens, parce que les mesures agro-environnementales, elles sont mises en place par des animateurs. Donc, sur une partie, c'est le parc, mais on a d'autres partenaires qui animent. Donc, on a formé les techniciens. On a formé aussi les techniciens des structures d'État qui accompagnent la mise en place des MAE, comme les directions départementales des territoires, qui instruisent les dossiers PAC. Et on a aussi formé les membres de l'ASP. Donc là, c'est les membres de l'Agence de services de paiement. Donc, c'est eux qui contrôlent chez les agriculteurs le bon respect des cahiers des charges. Donc, il fallait aussi qu'ils soient formés à la reconnaissance de la prairie fleurie. Et bien sûr, on a mis en place des formations auprès des agriculteurs, des formations qui se voulaient collectives, où du coup, on faisait une approche globale de la prairie permanente et de l'intérêt des prairies permanentes diversifiées aussi dans les systèmes d'exploitation. Et on a fait des formations individuelles où on est allé dans les parcelles et on les a accompagnés à identifier les prairies fleuries. Ça a été aussi l'occasion avec certains agriculteurs de répondre à certaines de leurs questions. Je pense notamment à la présence de colchiques, par exemple, dans des prairies fleuries, qui pouvaient poser problème et de mettre en place avec eux des modalités, de tester des modalités de gestion pour essayer de diminuer la pression de la colchique, qui est donc toxique pour les animaux, surtout pour les élevages ovins, sur leurs parcelles et sur leurs troupeaux. Donc, voilà un petit peu comment on est passé de MAE en 2008 jusqu'en 2012, où on a mis en place les nouveaux programmes, des MAE de moyens, où on était fermé, où on imposait des choses aux agriculteurs, à des mesures à obligation de résultats prairies fleuries, où du coup, on avait un objectif qui était le maintien de la diversité floristique, qui pouvait être évalué vu qu'on avait une méthodologie. Et par contre, on laissait la souplesse aux agriculteurs de mettre en place des pratiques de gestion pour y répondre. Mais bien sûr, on était là auprès d'eux pour les accompagner à respecter ces cahiers des charges. Voilà. Merci Cécile. Je vais passer la parole à Sylvie. Est-ce que Sylvie, en 6 minutes, tu penses pouvoir tenir ? Je pense qu'il faudra. Merci pour qu'on laisse le temps aux participants au webinaire de poser leurs questions. Je vais essayer de partager mon écran aussi. Vas-y. Ah. Il faut qu'il soit ouvert à votre diaporama. Oui, d'accord, oui. Donc, il devrait apparaître. Voilà, ça arrive. Ça arrive ? Oui, alors il n'est pas au bon format. Alors, oui, il n'est pas à la bonne page, pardon. Il faut que je le mette sur diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous ?
Ça y est, c'est Parfait. bon. Impeccable. Donc voilà, bonjour à tous à nouveau. Et donc, dans le concours Jeunes Prairies Fleuries, donc je dis encore Jeunes Prairies Fleuries, mais c'est le concours des jeunes jurés, donc des pratiques agroécologiques, prairies et parcours. Donc au lycée des Vazés, on l'a donc réalisé sur plusieurs années, de 2014 à 2018, avec essentiellement des classes de bac techno, STAV, technologie des productions agricoles. Et puis en 2018, j'ai fait aussi avec une classe de première S. Et pour 2021, j'ai prévu de le faire avec une classe de première bac pro CGEA, conduite, gestion d'exploitation agricole. Donc voilà, on a quelques années de participation à ce concours. On a une classe qui a été lauréate en 2015 et aussi en 2016. Alors donc effectivement, on a évalué, le principe c'est d'évaluer l'équilibre agroécologique des prairies, donc sur prairies naturelles, fauchées et ou pâturées chez des agriculteurs. Donc nous, on travaille avec le territoire, le PNR, pardon, Périgord-Limousin. Donc c'est avec eux qui choisissent les agriculteurs et les parcelles, les prairies sur lesquelles on va faire les observations. Donc forcément, ce sont des parcelles qui ont déjà une biodiversité élevée, avec au moins 4 plantes indicatrices, et des parcelles engagées en MAE. Donc en général, ça a été sur les dernières années des parcelles en fauche tardive et absence d'apport. Donc alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire participer des classes à ce concours? Bon, mon idée, c'était de faire évoluer la représentation des élèves sur des prairies naturelles. Bon, pour eux, quand il est question de prairies naturelles, bon, c'est une contrainte. Voilà, on peut rien y faire, on peut pas drainer, voilà, c'est pas très intéressant. C'est vécu vraiment comme une contrainte. Donc, essayer de changer un peu les choses. Et puis, essayer aussi de leur faire voir les enjeux pour le territoire. Autre chose aussi, c'est vraiment de travailler sur les prairies naturelles ou prairies permanentes. Donc, je les fais travailler sur les prairies du lycée, de l'exploitation du lycée. Et puis là, c'est aller chez des agriculteurs, donc pour échanger aussi avec eux. Et donc pour vraiment faire connaître les prairies, parce que je trouve que c'est encore bien souvent délaissé, et que dans une région comme la nôtre, en Limousin, les prairies naturelles représentent plus de 2/3 des surfaces agricoles. C'est aussi aborder de manière concrète la gestion durable des ressources, donc notamment là avec le bac pro CGEA. Donc on a un module qui s'appelle le module MP41, où il est question effectivement de voir quelles sont les interactions entre les pratiques agricoles et les ressources communes, la notion de processus écologique, de service écosystémique. Donc vraiment, ça rentre tout à fait dans le module de formation. Et c'est d'ailleurs, ce module est le support d'une épreuve pour le bac qui s'appelle épreuve 5. Et je pense que ça va beaucoup aider les élèves pour 2021, pour 2020 et donc le bac 2021 aussi, d'avoir cet aspect très concret. Pour moi aussi, c'est aussi entraîner les élèves à réaliser un dossier, à préparer une restitution orale. Dans les lycées agricoles, on mise depuis longtemps sur l'oral. Et donc là, c'est une occasion supplémentaire. Pour moi aussi, c'est réaliser un travail collectif, où chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est pas juste les volontaires, c'est pas ceux qui sont les plus motivés. Tout le monde doit participer, tout le monde fait des observations, tout le monde amène des éléments, donne son avis et donc travaille là-dessus. Et puis, bon, c'est un côté assez sympathique aussi, parce que l'idée du concours, ça donne une dynamique, et puis ils ont tous toujours envie de gagner. Donc, puisque à la clé, il y a aussi une journée au Salon de l'Agriculture, donc c'est assez motivant. Donc après, comment ça se passe? Eh bien, Encore 2 minutes, hein,
Sylvie, s'il te plaît. Oui, d'accord. Donc, je vais pouvoir Merci. aller plus vite après. D'accord, Mhm. merci. Donc, ça se passe sur l'année de première et l'année de terminale. Donc, il y a une présentation du concours, une préparation au concours sur une parcelle du lycée pour connaître la flore, les 6 propriétés agroécologiques. Ensuite, le concours, donc le jour du concours, en fait, chez les éleveurs, chez les agriculteurs, où les élèves font les observations, discutent avec les éleveurs. Et puis après, il y a tout un travail en salle, en fin de première, mais avant le stage individuel. Donc, bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, on reprend tout ça en septembre et en octobre pour pouvoir finaliser le dossier et réaliser la restitution auprès des agriculteurs et des partenaires. Donc voilà, le jour J, les élèves donc, font les observations, ils font tout le travail qui est demandé, ils discutent avec les éleveurs. Après, il y a tout le travail en salle consiste à remplir le dossier, à rédiger, à donner son avis et puis à délibérer sur quelle prairie a le meilleur équilibre agroécologique. Donc après, on a la restitution auprès des partenaires qui est un moment fort aussi du concours. Et puis, pour le bilan, moi, je trouve que les échanges avec les éleveurs sont toujours très fructueux, que ça permet quand même une meilleure connaissance des prairies permanentes et des espèces, notamment les espèces remarquables, notamment aussi les interactions avec la faune. On voit beaucoup de petits insectes. Bon, j'ai mis des photos d'orchidées parce que à chaque fois, on a trouvé des orchidées. Voilà, c'est une découverte pour beaucoup. Et puis, en ce qui concerne l'évolution des représentations, je pense que ça évolue, ça donne des éléments aux élèves pour voir comment mieux valoriser ces prairies, bien réaliser que ces prairies, c'est une ressource qui est peu coûteuse et qui a tout ce qu'il y a à préserver, biodiversité, paysage, qualité de l'eau, de l'air, qui donc rend service à la société et qui aussi est un élément fort pour l'activité agricole. Et puis que ces prairies, elles ont leur rôle au niveau de l'exploitation, au niveau du territoire. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Sylvie. Et ça illustre bien, comme le propos de Cécile, ce concept. Je propose, si Philippe en est d'accord, là j'ai affiché, il y a 9 questions qui sont ouvertes. Là, je vais essayer de voir celles auxquelles je peux répondre rapidement, puis passer la parole à Cécile, Sylvie sur des questions qui concernent plus directement. Mais Cécile et Sylvie, n'hésitez pas à intervenir aussi sur des questions qui m'auraient été posées. Juste peut-être, Oui, vas-y. Sylvain, je voulais te dire que j'avais ouvert l'entrée dans les intervenants d'Hélène, Hélène D'accord. Gross, Bonjour parce que Hélène. je suis un peu gêné, j'ai oublié Bonjour que à c'était tous. aussi en partenariat avec l'ACTA, et donc Hélène sera animatrice de certains webinaires sur la thématique agroécologie qu'elle a organisé de son côté, et donc c'est un vrai partenariat Agrium-ACTA. Donc, Hélène est présente et représente l'ACTA aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci. Voilà. Et ça me permet de faire juste un petit commentaire très rapide qui est qu'à l'origine du concours de Prairies Fleuries, il y a effectivement eu les parcs. Il y avait une crainte, c'est que, bon, même si les parcs, bien entendu, assurent à la fois des missions en termes de développement économique et de préservation de la nature, que ça soit perçu comme, surtout avec ce titre de Prairies Fleuries, comme un concours de petites fleurs, un petit concours écolo, etc. Et que dès le début, on a dit c'est très important que le monde agricole soit impliqué dans ce concours, et notamment au travers de la PCA, notamment au travers des instituts, de la profession agricole et aussi des lycées agricoles qui ont un rôle clé à jouer. C'est absolument pas innocent qu'il y ait eu ce concours Prairies Fleuries dans les lycées. C'est bien pour donner une signification. Alors, je vois qu'il y a 9 questions. Il y en a, à mon avis, auxquelles on peut répondre rapidement. Il y a une question sur, voilà, j'ai montré un extrait d'ouvrage là qui vient d'être de paraître. Donc, je pense qu'il va être référencé, enfin, il va être référencé dans le Web of Science. Sinon, j'ai l'intention de mettre le préprint sur HAL, qui est les archives ouvertes, HAL, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ça devrait être consultable, peut-être pas aujourd'hui, mais je pense dans les jours ou les semaines à venir. Alors, il y aura des questions sur les MAE. Là, je laisserai Cécile répondre.
Y a-t-il un volet économique à votre approche? Comment estimer la valeur des fonctionnalités écologiques des prairies? Bien sûr, l'économie est présente dans ce concept de prairies fleuries par deux biais. Alors, on l'a évoqué par le biais des MAE qui font l'objet d'une compensation financière et d'un échange, mais surtout l'esprit de ce concept de prairies fleuries et d'équilibre agroécologique, c'est de dire que la biodiversité, elle doit être profitable économiquement à l'agriculteur. Donc, elle doit lui être profitable au travers on a dit, de la résilience, de la valeur alimentaire, de la valeur santé qui permet d'économiser des frais vétérinaires, et aussi de l'image de marque, de la valorisation des produits. Donc, il y a différentes dimensions où, en dehors de la subvention, et l'idée, c'est vraiment pas d'aller vers la subvention, au contraire, de faire que ces prairies, elles aient, en plus de leur valeur écologique, aussi une valeur économique réelle. Alors, je vois une question sur les prairies permanentes sont plus résilientes à la sécheresse que les prairies temporaires, mais souffrent de sécheresse répétée, voire se dégradent dans certaines zones. Quelle piste pour les préserver? Là-dessus, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que autant jusqu'à il y a quelques années, je pense en particulier à la grande sécheresse de 2003, on a vu des prairies qui ont souffert de la sécheresse, mais en fait qui se sont remis après. Donc le stock de semences présent dans le sol a fait que voilà, on a conservé les qualités de ces prairies. Les sécheresses, des sécheresses répétées, notamment en 2018, 2019, 2020, montrent que certaines prairies ont du mal à récupérer. Et en outre, viennent se greffer des problèmes de dégâts de gibier ou de dégâts de… On pense à tous les dégâts de sangliers et tous les dégâts de campagnols qui font qu'on a des prairies qui sont véritablement retournées. Et là, on a très peu de recul par rapport à ça, si ce n'est de dire qu'il y a effectivement des prairies avec des espèces qui peuvent totalement disparaître ou avoir beaucoup de mal à revenir. Et à ce moment-là, la seule solution auquel on pense actuellement, en dehors de maintenir un mode d'usage de la prairie tel qu'il était avant, c'est de réensemencer, mais pas de réensemencer n'importe comment, c'est de réensemencer avec des semences locales, des semences diversifiées, ce qui nécessite la mise en place de filières locales de production de semences de prairies fleuries. Et il y a un certain nombre de territoires où ces filières sont en train d'émerger. Voilà. Peut-être que je pourrais passer la parole un petit peu à Cécile. Là, je vois qu'il y a une question sur qu'est-ce que veut dire convaincre les élus. Alors, vas-y. Convaincre les élus, il y avait beaucoup, quand on a le système de PAE, il faut passer dans différentes commissions, dont celle qui s'appelle la commission régionale agro-environnementale et climatique, qui est composée entre autres des élus, des syndicats agricoles, mais aussi des organismes. Et par exemple, on s'est retrouvé avec des oppositions quand on a changé notre PAE. Donc, on avait, je rappelle, des zones Natura 2000 et ce qu'on appelle des zones d'accompagnement, donc d'intérêt, mais qui ne sont pas classées actuellement, enfin, qui ne sont pas soumis à un système de classement ou de reconnaissance quelconque. Et donc, on augmentait considérablement les surfaces alors, ouvertes au MAE et du coup, ils avaient beaucoup de craintes par rapport au fait qu'on soit de plus en plus… c'est pas exigeant, c'est même verrouillant par rapport aux pratiques agricoles sur le territoire. Et du coup, il a fallu les convaincre que via la mesure Prairie Fleurie, on arrivait à maintenir de l'écologie avec, sur des grandes surfaces, sur des plus grandes surfaces, mais que pour autant, on n'allait pas pénaliser et verrouiller le système des exploitants agricoles. Et donc, ça a été un moment où il a fallu emmener des élus FDSEA Chambre, par exemple, sur le terrain pour leur expliquer concrètement. Cécile, il y a une question sur quel engagement après l'arrêt du soutien financier des MAE par les MAE, est-ce que les pratiques sont maintenues sans ces MAE? En fait, ce qu'on a observé, c'est que bon, les MAE sont reconduites quand même en général d'année en année. Par contre, alors je ne sais pas si c'est valable partout, mais sur notre territoire, on a vu l'agriculture bio augmenter. En fait, les agriculteurs qui se sont mis dans des MAE ont à un moment donné basculé en agriculture biologique. Et ça, de façon non négligeable sur notre territoire.
Et Il y il y a avait une autre aussi, question. excuse-moi, mais sur le chat, c'est pas une question, mais c'est une remarque de Pierre Michler qui disait que la courbe richesse floristique par rapport aux apports de N total ressemble à une patatoïde et qui trouvait que ça donnait pas de tendance claire. Alors, je pense que c'est dans le diaporama de Cécile. Elle se rappelle de ça? Oui, je me rappelle de ça, mais j'ai envie de laisser Sylvain répondre. Ah bon, d'accord. Lui qui a fait le travail, et je pense qu'il est plus à même. Ok. Oui, a posteriori, c'est peut-être pas effectivement la meilleure courbe. Alors d'abord, ces patatoïdes, on les observe assez souvent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation linéaire entre richesse et puis apport d'azote, ou etc. Donc c'est souvent une interprétation en termes de facteurs limitants et au-delà d'une certaine zone. Je reconnais que la courbe là, qui était présentée, on en a depuis, on aurait peut-être dû en choisir une autre. Et je reconnais effectivement, je comprends tout à fait la réaction. Mais on observe bien effectivement des effets comme ça avec une très grande variabilité des richesses pour les niveaux d'azote, mais quand même une limite à un certain moment. Bon, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Il y avait une question aussi, Cécile, pour toi qui était quand Il y en vous avait faites une. un choix de pratique agricole à préconiser sur le territoire, est-ce que vous faites une évaluation a posteriori des résultats obtenus après mise en œuvre des MAE? Donc, on fait une évaluation, en tout cas, par rapport à tout ce qui va être espèces animales liées aux prairies. Notamment, on fait des suivis papillons sur notre territoire. Et on est repassé, alors on ne fait pas sur tout, hein, mais sur un échantillon de parcelles engagées en MAE par rapport à l'expression floristique de la parcelle. Après, l'évolution, enfin, le pas de temps d'évolution d'une prairie par rapport à des pratiques de gestion extensive est assez long, donc on ne revient pas non plus trop souvent. Et là, quand même, pour avoir quelque chose d'un peu plus solide, on est en train de travailler à la mise en place d'un réseau de placettes de suivi de la diversité floristique des prairies à l'échelle du massif vosgien. Et donc, voilà, on se pose la question de l'évaluation, on essaye de mettre en place des protocoles en fonction de différentes méthodologies. Ce qui est le plus récurrent, c'est les suivis plutôt voilà, papillons, oiseaux, mais on travaille aussi sur la diversité floristique, mais avec des pas de temps plus longs. Voilà, il y a pas mal de questions. J'en vois une, là, je reprends. Et Sylvie, si tu veux intervenir aussi, hein, bien sûr, Oui, tu, tu, d'accord. tu interviens. Je vois une question là. Quelle place l'agroécologie réserve à la part de biodiversité dont on ne connaît pas encore les services agronomiques manifestes? J'aime bien cette question. Je dis souvent que la biodiversité, il faut la préserver parce qu'on sait à quoi ça sert et qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, effectivement, c'est un principe presque éthique ou philosophique de dire que maintenir aussi des prairies avec un bon état de fonctionnement écologique, c'est non seulement utile pour ce qu'on sait aujourd'hui, mais peut-être aussi utile pour demain. Ça me permet par exemple de parler des questions de santé animale. Hein. C'est une grande question. Il faut éviter de tomber dans le charlatanisme ou être complètement naïf là-dessus. Il y a, je pense, un potentiel en termes d'antioxydants, en termes d'antiparasitaires, mais beaucoup de reste à faire et il y a beaucoup de connaissances à acquérir actuellement pour savoir quelle est l'efficacité réelle dans des systèmes d'élevage de ce potentiel des prairies. Ce qui est sûr, c'est que quand les prairies sont biodiversifiées, mis à part quelques espèces toxiques, donc il ne faut pas exagérer l'importance, on a des espèces qui présentent des concentrations en métabolites d'intérêt thérapeutique qui sont importants. Après, passer de ça à l'effet sur l'animal, ça reste encore largement à prouver. Je vois une question peut-être sur l'intégration de la biodiversité faunistique, entomologique. Je ne sais pas si Sylvie, tu veux me répondre peut-être sur cette question-là, la manière dont c'est traité dans le concours Prairies Fleuries, ces aspects entomofaune, apiculture, etc. Alors, du coup, effectivement, l'aspect apiculture est quand même pas mal développé dans le cadre du concours Prairies Fleuries et c'est quelque chose qui touche aussi bien beaucoup les élèves, hein. Donc, je trouve intéressant, justement, comme je disais dans le diaporama, que les élèves fassent le lien avec tout ce qui est faune et que du coup, ils se rendent compte que là où il y a de la diversité, il y a aussi plein de petits insectes, il y a plein de papillons, il y a des abeilles
Et oui, c'est un aspect qui est bien pris en compte dans le cadre du concours, qui est intéressant. Alors, je vois Il y a deux la- qui… Oui, Pardon. vas-y, non, continue parce que continue, mais je vais être sûr qu'on réponde à tous. Voilà. Tu peux cocher au fur et à mesure Comme les tu es au réponses four et au auxquelles on… moulin, là, Voilà. Je vois qu'il y a deux questions là qui concernent les systèmes hors prairie, donc les systèmes de culture, hein. Il y en a une qui est sur le Sahel. Là, au Sahel, les mauvaises herbes représentent un véritable frein à l'épanouissement des cultures. Quels sont les effets des mauvaises herbes dans les champs? Ces effets ont-ils les mêmes impacts dans les champs agricoles? Et puis, avez-vous des liens avec des approches similaires qui existeraient hors prairie dans d'autres systèmes de production? Je trouve que ces deux questions, elles sont intéressantes. Alors, j'aurais tendance à dire non, on n'a pas fait ce lien jusqu'à présent, mais oui, ce lien peut présenter un intérêt. Alors, notamment sur la posture que j'ai essayé de vous montrer en introduction, qui est de se dire, réfléchissons en quoi la biodiversité peut être utile à l'agriculture, mais ça, c'est, je dirais, une des bases de l'agroécologie, hein. Et puis, réfléchissons en quoi les pratiques agricoles permettent de maintenir la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. Donc, c'est quand même en partie déjà largement traité dans l'approche agroécologique des systèmes de grandes cultures, mais je crois qu'effectivement, il pourrait y avoir des confrontations, des réflexions communes, des interfertilisations plus importantes entre le monde de la prairie et le monde des cultures qui restent souvent deux mondes un peu séparés en termes de réflexion. Je ne sais pas si tu vois encore des questions, Philippe, là, auxquelles on n'aurait pas répondu. Non, effectivement, il y avait ces deux questions qui étaient en suspens. Moi, j'ai une question quand même pour les deux enseignants là, entre le sup et le technique, parce que vous êtes entré dans l'enseignement par les aspects concours, donc activité un peu extra curriculum. Est-ce que cette thématique est bien traitée est-ce qu'elle est traitée dans vos cursus, que ce soit dans l'enseignement technique ou dans l'enseignement supérieur, à l'intérieur des programmes, de vos programmes d'enseignement qui soient hors concours Prairie Fleurie? Sylvie et Tu puis veux après commencer? Sylvain. Oui, je veux bien répondre déjà pour l'enseignement agricole. Donc, dans les différentes formations, que ce soit le bac technologique, le bac pro ou le bac général maintenant, il y a vraiment, enfin, on parle vraiment d'agroécologie et de prairies. Alors, je dirais que pour ce qui est des prairies, c'est quand même un peu lié aussi à l'enseignant. Et c'est vrai que, bon, je trouve que souvent, c'est encore assez délaissé parce que je pense que pour beaucoup, c'est difficile d'enseigner la prairie. Mais moi, le concours Prairie Fleurie, c'est vraiment un support extraordinaire pour vraiment amener les élèves à développer tous ces aspects que j'ai traités tout à l'heure. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je parlais aux élèves, je leur disais qu'on allait faire le concours Prairie Fleurie et du coup, on revenait d'une prairie, hein, on revenait d'avoir observé une prairie et voilà, c'est vrai que c'est un plus. C'est un Même plus. s'il n'y a pas le salon de l'agriculture en 2021. Oui, enfin, ça sera, pour eux, ça serait en 2021. Oui, c'est la petite cerise sur le gâteau. D'accord. Mais ce qu'ils aiment bien, c'est le jour du concours aussi, la journée où on va chez les éleveurs, les agriculteurs. Et j'essaie de faire participer aussi au plus possible l'équipe pédagogique pour emmener tout le monde à avoir ce jour-là, en fait, à participer, et particulièrement mes collègues de zootechnie, d'économie et de biologie écologie. En ce Voilà. qui concerne l'enseignement supérieur, la situation est vraiment extrêmement variable selon les établissements. Ça, j'ai pu m'en apercevoir. La prairie étant traitée soit par des agronomes, soit par des zootechniciens, soit par des écologues, avec des approches qui peuvent elles-mêmes être très variées, qui vont de l'agronomie de la prairie temporaire à l'écologie des prairies semi-naturelles, en passant par les systèmes fourragers, etc. Et il y a quand même beaucoup de trous dans la raquette, c'est-à-dire que dans beaucoup d'établissements, on n'a pas les moyens ou on ne s'est pas donné les moyens d'aborder un peu tous les aspects. Donc, je trouve qu'il y a des marges de progrès extrêmement importantes qui restent à faire de ce point de vue-là.
Alors, j'ai cru comprendre qu'au niveau des lycées agricoles, il y avait aussi un peu ça, c'est-à-dire que selon les établissements, on avait des niveaux de formation qui pouvaient être extrêmement variés. Et je voudrais conclure juste ça pour dire que c'est ce qui a amené notamment à un collectif dont je faisais partie et dont Sylvie faisait partie, à réfléchir à un ouvrage qu'on a produit chez Educagri sur la prairie. Et ce qui est frappant, c'est quand même de voir que, alors je ne sais plus, c'est doit être 2018 l'édition de cet ouvrage, c'est qu'il a fallu attendre 2018 pour avoir un ouvrage un peu de base sur la prairie, alors que ça représente pour les prairies permanentes un tiers de la surface agricole utile, et puis avec les prairies temporaires, presque la moitié de la SAU française. Et il a fallu attendre 2018 pour qu'on ait un ouvrage de base comme on en a pour les cultures, le blé, le sol, etc. Donc ça en dit long sur finalement le manque de connaissances, le manque de formation pour aborder ces surfaces. Peut-être une remarque, une réaction à une remarque de Richard Dambrine qui dit que, en fait, quand il y a un équilibre agronomique de fertilisation, la biodiversité est finalement est entretenue aussi par les animaux du fait d'une meilleure appétence. Et donc, voilà, entre biodiversité et fertilisation, est-ce qu'il y a concurrence ou est-ce qu'il y a complémentarité? Alors, ouais, ce sera un vaste débat. La fertilisation, effectivement, une des raisons pour lesquelles les apports d'azote, tout à l'heure on parlait de ce graphique-là, c'est que les minéraux dans les prairies, en particulier l'azote, il a de multiples provenances, hein, on le sait tous, c'est fertilisation minérale, organique, restitution des animaux, dépôts atmosphériques qui peuvent ne pas être du tout innocents. Hein. Il y a des dépôts qui peuvent être jusqu'à 20-30 unités dans des prairies qui ne reçoivent pas de fertilisation. Donc, en fait, il faut vraiment prendre en compte tous les éléments du bilan pour savoir quels sont réellement les apports et donc quel équilibre agroécologique est-ce qu'on va obtenir. Et ce n'est pas facile à gérer, ce n'est pas facile à comprendre, quoi. Très bien. Écoutez, il nous reste 2 minutes. Je pense que pour l'instant, on a, à mon avis, épuisé le stock de questions. Il y a quand même ce qu'on voit, il y a à la fois dans le chat, Eve Ballard de Vetagrosuc et puis Séverine David qui est dans une formation continue BPREA, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, qui nous disent que ce sont des sujets qu'ils traitent, en particulier à Vetagrosuc, sur les 3 années de la formation, ils abordent ce sujet. Et puis, il y a des unités UCAR, qui veut dire unité capitalisable régionale, donc à l'échelle régionale, où il y a des formations autour de valorisation et gestion avec diagnostic sur les prairies. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui, à mon avis, intéresse. Et donc, comme tu l'as dit, Sylvain, je pense qu'effectivement, c'était important qu'il y ait un bouquin qui sorte. Et d'ailleurs, Annie Sigvald nous demande si on peut redonner les références de l'ouvrage. Est-ce que tu peux, dans le chat, donner rapidement les références de l'ouvrage? Ça doit être Les prairies au service de l'élevage, Educagri, édition Educagri. Les prairies au service de l'élevage. Les prairies au service de l'élevage, Educagri, voilà. Édition. Voilà. Ah bah voilà. Sylvie, très bien. Avec des marque-pages pour montrer qu'il est bien utilisé par une enseignante. Ah oui, c'est vraiment un outil très très intéressant pour moi, très important. Eh bien, très bien, il est 14 h, on doit terminer, donc je remercie les 3 intervenants et donc on vous a mis les liens pour le prochain webinaire qui sera sur la thématique agriculture numérique et qui portera sur l'usage des données satellitaires et des drones dans l'agriculture de précision. Ensuite, en 2027, le 27 octobre, on reviendra à l'agroécologie pour parler de l'agroécologie dans les vignobles. Voilà, écoutez, merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt. Il y a quelqu'un qui a donné la référence sur Google Book. Anne Sigvald parlait en anglais, le bouquin en anglais de Sylvain Plantureux, pour ceux qui ne sont pas encore partis. Oui. Tu l'as les références ou pas?
je les ai pas comme ça facilement, mais je te les retransmets. Puis oui, tu me les retransmets, on les transmettra à Dissipalt. D'accord, tout le monde. très bien. Ok, merci. Bon après-midi et à bientôt pour la semaine prochaine. Je vais faire comme les présentateurs qui, d'une semaine sur l'autre, fidélisent sa clientèle. À bientôt. Au revoir. Merci Philippe et merci à tout le monde. Merci, au revoir.